Allez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur le mobile, la vidéo, les réseaux sociaux, tous ces nouveaux supports de vente et les nouveaux canaux que vous allez bientôt utiliser ou que vous utilisez peut-être déjà pour votre e-commerce. Alors pour parler de tout ça, on est accompagné d'une équipe d'experts aujourd'hui que je vais vous présenter très rapidement. Alors la plus proche de moi, vous avez Charline Goutal qui est fondatrice du site mapetiteculotte.com. À côté, vous avez Amélie qui est client partner chez Facebook. Hop, on va mettre le trombi derrière, voilà. Client partner chez Facebook, qu'on ne présente pas du coup. Yann Petretti, qui est product advocate chez Fastory. Alors Fastory, c'est une solution qui vous permet de créer du contenu optimisé pour le mobile et de le diffuser en omnicanal. Sur le côté vidéo, on va avoir Nizar Grairi, qui est un expert donc, des nouvelles technologies et qui travaille pour Prime Focus. Et enfin, on va avoir sur toute la partie, donc cette fois mobile, Egid Maes de chez Vectory, qui est Head of Offers, et qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le mobile en e-commerce. Alors, pour commencer, très simplement, cette conférence, on va commencer par expliquer deux mots. Mobile first. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire aujourd'hui, et c'est Yann qui va commencer par nous expliquer un petit peu sa vision. Déjà, je vais voir si le micro marche. Bonjour tout le monde. Donc, le Mobile First, c'est avant tout une approche stratégique et technique qui vise à reconnaître que les gens aujourd'hui passent le plus de leur temps sur le téléphone portable lorsqu'ils sont sur le web ou lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux. Pensez que sur Facebook, cela représente presque le 80% de l'audience totale. C'est juste énorme. Et donc, ces gens-là, ils ont bien évidemment envie de consommer du contenu qui est fait, pensé et optimisé pour le portable. Maintenant, nous, en tant que marketeurs et en tant que e-commerçants, on doit donc réfléchir à développer nos solutions en tant que mobile first et non plus en tant que desktop. Le desktop devient donc second. Merci Yann. Alors ensuite, tout simplement, le mobile, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui se créent puisqu'il y a majoritairement la majorité du trafic est sur mobile. Et du coup, comment est-ce qu'on va activer ce device mobile? Comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre intéressant pour son e-commerce? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Egid? Oui, bien sûr, je peux en dire plus. Déjà, il ne faut peut-être pas le mettre en opposition avec le desktop. C'est effectivement le premier device. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'il ne faut pas le mettre en opposition? Il faut avoir les mêmes exigences dans les activations qu'on va avoir sur mobile que sur desktop. Juste effectivement pour ajouter que c'est aujourd'hui le device le plus important dans la vie d'un individu. Comme on le disait, c'est aujourd'hui près de 30 millions de mobinautes quand même au quotidien en France. 75% de ces mobinautes ne veulent pas le partager ou ne sortent pas de chez eux sans. On a plus de facilité à aller rechercher ses clés dans son appartement que son téléphone portable. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'il va falloir réfléchir aux activations. Aujourd'hui, une des essences du digital, c'est d'avoir énormément d'informations. Et on se rend compte que plus on a de data, plus on va réussir à optimiser ses résultats. Aujourd'hui, on a la chance avec le mobile, c'est un peu le connecteur de la vie réelle et du digital. Donc aujourd'hui, vous allez même pouvoir ajouter des données de localisation pour optimiser vos activations et la performance de vos campagnes. À un titre d'exemple, chez Vectory, donc on connecte la vie réelle et le digital. Quand on fait des activations pour générer du trafic chez des e-commerçants, aujourd'hui, on arrive à des taux d'arrivée de 65% sur un site, alors qu'on considère sur mobile un beau taux d'arrivée entre 40 à 50%. Donc c'est vraiment une chose importante, garder la même exigence, mais en enrichissant vos activations avec toutes les possibilités qu'offre le mobile, en particulier mélanger la donnée de localisation avec toutes les informations digitales que vous avez déjà. Alors Vectory, vous collectez de la data en fait, géolocalisée. Comment vous l'exploitez concrètement? On s'est construit pour générer d'abord du trafic dans les points de vente physiques. Donc effectivement, on va récolter de la donnée de localisation aujourd'hui, qu'on va mixer avec des données de navigation digitale d'application, et ensuite qu'on va enrichir avec d'autres sources externes de données. Donc ce patchwork, finalement, va nous permettre de créer des audiences très spécifiques, que ce soit des audiences sociodémographiques, mais surtout des intentionnistes. Un intentionniste déménagement, par exemple, pour le toucher. Aujourd'hui, on a des campagnes avec Eni ou Engie, où leur objectif est de générer des contrats, finalement, sur leur plateforme digitale. Et donc, ils passent par nous pour ça, parce qu'on est capable d'identifier aujourd'hui qu'un intentionniste déménagement, c'est quelqu'un qui se rend dans des magasins d'ameublement, mais qui va aussi consulter des applications de petites annonces immobilières. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous une e-commerçante à succès, en la personne de Charline pour mapetiteculotte.com. Et du coup, Charline, j'aimerais que tu nous témoignes un petit peu quelle a été ton expérience, toi, du mobile.
Alors, il y a 5 ans, quand on s'est lancé avec mapetiteculotte.com, c'était pas encore totalement l'essor du mobile. Nous, on a commencé vraiment à avoir un gros trafic qui arrivait par le mobile à peu près 1 an et demi, 2 ans après. Aujourd'hui, c'est 60% quand même de mobile chez nous. Donc on a vraiment, au-delà évidemment d'avoir un site qui est responsive design, qui est adapté en termes d'UX, etc., il y a vraiment des adaptations à la fois dans la stratégie de contenu, où il faut une véritable concision dans les messages qu'on délivre, parce qu'on va beaucoup plus vite quand on est sur son mobile, c'est on the go. Ensuite, il y a également, et très très important, toute la stratégie d'acquisition, que nous, en fait, on différencie par rapport au desktop. Donc avec des visuels qui sont différents, avec des mots-clés qui sont différents, beaucoup moins de phrases, des vidéos aussi. Donc ça délivre des messages beaucoup plus rapidement. Et ensuite, il y a aussi un outil qu'on utilise de plus en plus, qui est le SMS. Même s'il faut le faire avec précaution. En tout cas, c'est un outil auquel on ne pense pas toujours en tant que jeune e-commerçant. Et finalement, ça a quand même des effets notables. Ça a été une complexité pour vous, le passage en fait, sur le mobile, ou ça a été fait naturellement en fait? Est-ce que ça a été un point de conflit vraiment? Alors ça a été un point de conflit dans le sens où on a fait confiance à l'époque à notre agence web qui avait créé une technologie qui permettait d'adapter notre site internet en responsive design. Le seul problème est que en fait c'était pas extrêmement bien rodé cette solution et que du coup en fait ça a généré beaucoup de bugs et du coup on n'a pas été bon au départ quand on était sur le mobile. On a perdu à peu près quand même 1 an, donc c'est assez long, le temps de refaire from scratch un site mobile entièrement. D'accord. Et la transformation mobile aujourd'hui, est-ce qu'elle colle avec celle du desktop ou est-ce que pas encore justement, elle est encore un peu à la traîne et on a besoin de la retravailler? Alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Maintenant, on est en train de justement travailler sur un tout nouveau site qui va sortir en octobre. Et on a en parallèle un autre projet sur le mobile pour l'adapter encore mieux au mobile. Et aussi parce que en fait, notre nouveau site internet va être très complet. On est une marque qui fait de la lingerie, mais pas que. On a aussi du prêt-à-porter, on a du lifestyle, notamment du bijou, de la papeterie, des choses comme ça. C'est un véritable état d'esprit. Et donc, du coup, sur le mobile, on peut vite être perdu. Donc, ça nécessite des véritables adaptations en termes de design et de contenu. D'accord. Merci Charline pour ton témoignage. Alors, on sait que le mobile, ça a été énormément poussé et boosté par les réseaux sociaux. C'est pour ça que, Amélie, toi qui travailles chez Facebook, j'aimerais te poser cette question. C'est quels sont les formats aujourd'hui qui fonctionnent le mieux sur le mobile ? Oui, alors effectivement, Facebook, c'est principalement mobile. On parle même de 90%, donc on a dépassé les 80% mobiles. Et aujourd'hui, c'est vraiment le format pour lequel on développe en premier. Et parce que les usages sur les différentes plateformes de Facebook, donc Facebook est présent en desktop, mais Instagram est mobile, Messenger est mobile et WhatsApp est mobile. Donc on est vraiment très très focusé sur le mobile. Les formats qui fonctionnent le mieux aujourd'hui pour des e-commerçants dans un objectif de performance, et j'insiste sur ce point, sont les formats qui sont des formats vidéo, des formats très courts évidemment. On n'est pas sur des vidéos type bande-annonce avec un tournage et Spielberg qui va le mettre en place. En revanche, on est sur des formats animés, donc vidéo, en général court, et également tout ce qui est format carousel, présentation des produits, où vous pouvez emmener en fait l'utilisateur dans votre univers. Vous allez pouvoir réussir à avoir une vraie performance sur les différentes plateformes de Facebook et pouvoir en fait faire découvrir qui vous êtes, pas uniquement vos produits, mais également votre marque et votre univers. Tu le disais avec ma petite culotte, c'est important d'emmener en fait l'utilisateur dans son univers, dans sa valeur, et les formats vidéo notamment sont hyper efficaces pour ça. Quand tu dis des formats courts, c'est à peu près combien de temps une vidéo ? Alors, en général, alors ça va dépendre si on parle de branding, de performance, où est-ce qu'on veut et ce qu'on veut raconter. Mais l'info doit passer dans les 3 premières secondes. Donc nous, on encourage à avoir au moins votre marque et l'offre dans les 3 premières secondes de votre vidéo. En moins de 15 secondes, c'est une base, mais on a beaucoup de clients qui font des vidéos de 3 secondes, ou alors juste une loupe avec des infos qui passent. Des choses comme ça.
Le boomerang c'est des formats un peu rigolos, mais ça peut être tout simplement une image animée où vous avez, si on reprend une culotte qui sèche, elle peut être juste animée dans le vent. Et ça, c'est une vidéo, ça bouge. Donc en fait, quand vous défilez votre flux, votre feed avec vos amis, vous allez voir quelque chose qui bouge. On a tous le cerveau qui est fait de la même façon. On a l'œil qui est attiré par ce qui bouge. Et donc du coup, ça va encourager le stop du défilement du feed. Et rien que ça, vous allez avoir une meilleure vue de votre vidéo plutôt que d'avoir une image statique avec une petite culotte qui est posée sur un joli fond. Au niveau des performances, on parle en page vue ou on parle en post cliqué? Alors, chez Facebook, on n'aime pas tellement le post-click, notamment sur le mobile. C'est que quand vous êtes sur le mobile, on est en mouvement, on se promène souvent. Et donc, du coup, on n'est pas forcément prêt chez soi à avoir le temps de cliquer, d'aller plus loin sur les pages de redirection. Donc souvent, on va plutôt encourager, nous, des suivis et post-click et post-view, notamment parce qu'on sait que les gens changent de device. Aujourd'hui, on n'a plus un seul ordinateur à la maison. On a tous chez moi, je pense que c'est dramatique, mais je pense qu'on a 6 ou 7 écrans. Et donc du coup on sait que les gens vont se promener. L'avantage de Facebook, c'est qu'ils sont logués sur tous leurs écrans, donc on est capable de savoir quand ils passent du mobile au desktop et du desktop pro au desktop perso, etc. Mais c'est surtout du coup le post-click n'a pas forcément un impact à J plus 4 secondes, on va dire. Donc on va regarder les données post-vue. En revanche, après, on ne regarde pas uniquement des données de clics et de trafic, on va aussi également regarder des données de vente et de chiffre d'affaires généré. C'est ce qui intéresse le plus les marchands en général. Alors on va rester sur ce format vidéo, puisque c'est visiblement un canal dont on entend de plus en plus parler et qui visiblement marche de mieux en mieux. Alors on a fait appel à un expert de la vidéo, Nizar, qui va nous expliquer un petit peu vraiment, est-ce que ça fonctionne la vidéo aujourd'hui? Merci Guillaume. Je vais juste présenter Prime Focus en 2 minutes parce que je pense que c'est moins connu que Facebook. Mais Prime Focus, c'est l'agence qui a réalisé les effets spéciaux de 80% des blockbusters sur les 10 dernières années. Donc c'est du Harry Potter, Blade Runner, Avengers, Inception. Donc on a une maîtrise de la vidéo qui est vraiment confirmée. Pourquoi on parle de cinéma? On ne va pas du tout parler de cinéma. On s'est intéressé à la vidéo sur les digital parce qu'on a assisté ces 10 dernières années à une transformation de l'audience qui était plutôt une audience sociale, une audience éditoriale, vers une audience qui est devenue une audience vidéo. Je vais juste donner quelques chiffres. En 2012, on s'était déjà intéressé à ce phénomène puisque en 2012, on avait déjà 32 millions de vidéonautes en France. 32 millions de vidéonautes qui passaient environ 3h37 de temps passé sur la consultation d'une vidéo. Les 12-24, c'est le double, c'est environ 7h30. Donc on s'est dit, effectivement, c'est la nouvelle audience. Et c'est en transformation et en augmentation constante. Et puis après, on s'est intéressé à ce que faisait YouTube, puisque c'est la référence de la vidéo sur le digital. On s'est aperçu, effectivement, qu'un Français sur 2 regarde YouTube tous les jours. 50% de cette audience a entre 24 et 49 ans, donc une forte capacité d'achat. 50% sont des femmes de ce scope, 40% sont des parents, et on s'est aperçu qu'un tiers des achats qui étaient créés et qui étaient passés par Google ont consulté une vidéo du produit sur YouTube quelques secondes auparavant. Donc c'est quand même assez fort. La vidéo, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Et on est allé plus loin. Du coup, je vous ai préparé pas mal de data. C'est plutôt gentil. Ouais. On a étudié les actions que générait une vidéo sur un utilisateur. Donc sur un vidéonaute, l'action qui vient après la consultation d'une vidéo qui parle d'un produit. 72% vont rechercher le produit tout de suite derrière. Donc ils vont effectuer une recherche. On a 50% des utilisateurs, enfin des vidéonautes, qui vont aller visiter la page du produit en question. Donc vraiment avec le nom du produit, la référence, etc. On a 46% de ces utilisateurs qui vont cliquer sur le bouton « Acheter ». Donc là, c'est quand même une très forte transformation. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Ça, il faut vraiment rentrer dans l'onboarding de l'e-commerçant pour le savoir. Mais c'est quand même un indice qui est assez fort.
Et 28% vont ajouter l'e-commerçant dans leur shortlist et comme un favori, quelqu'un de confiance. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de ce que pouvait créer la vidéo sur les personnes en termes de réaction. C'est parce que la vidéo va créer tout un environnement marketing sensoriel qui va stimuler une émotion propice à l'achat. Donc, c'est un peu comme la musique. On se sent emmené, etc. La vidéo provoque cette émotion. Donc nous, on a compris ça et on va derrière créer des technologies qui permettent aux annonceurs et aux e-commerçants d'aller plus loin dans la transformation grâce à la vidéo. D'accord. Alors, je te remercie déjà d'avoir ramené tous ces chiffres avec toi. On va un petit peu parler de la vidéo du futur dans pas longtemps. Mais d'abord, j'aimerais quand même, parce qu'on parle de nouveaux formats, on parle de nouveaux canaux d'acquisition, c'est super. Par contre, derrière, et Gilles, c'est que c'est pour toi, comment on fait pour mesurer tout ça? Parce que c'est essentiel de calculer son ROI et ses performances quand on est e-commerçant, sinon on ne sait pas si le canal qu'on utilise est rentable ou non. C'est même plus qu'essentiel, hein. Ça, c'est pour les e-commerçants. Pour les commerçants, c'est pour tout le monde. Quand on investit 1 euro, on a envie de savoir si on avait gagné 1,20 € derrière. En fait, on parle mobile depuis tout à l'heure, mais on oublie de spécifier une chose, c'est sur le mobile, on a deux environnements de contenu et de contenant. On a les sites mobiles et les applications. Et en fait, chacun de ces canaux ont des stratégies différentes. Donc, qui dit stratégie différente dit qu'il faut effectivement avoir des outils aujourd'hui. Mais comme on est dans deux mondes différents, les outils qui prédominent sur le tracking de la performance, globalement sur les browsers, ne sont pas les mêmes sur le domaine applicatif. Aujourd'hui, j'imagine que vous utilisez beaucoup de solutions de tracking type Google Analytics. Et dans le domaine site mobile, vous pouvez le retrouver. Mais dans le domaine applicatif, ce n'est pas forcément le même leader parce que ce n'est pas forcément les mêmes technologies. Donc le gros enjeu quand on a ces deux environnements, c'est trouver une plateforme finalement commune qui va agréger la donnée pour comprendre comment ça fonctionne vraiment. Est-ce qu'il est arrivé par mon site mobile et je l'ai fidélisé par mon application? Ou alors c'est juste un acheteur ponctuel, indécis, qui ne fait que de la transaction sur mon site mobile. Donc c'est d'identifier là où vont se trouver mes clients, mes typologies de clients, et deux, trouver la bonne plateforme qui sera capable d'agréger et retracer finalement le parcours utilisateur. Et aujourd'hui, on peut pas nier qu'on est dans un environnement omnicanal. Un e-commerçant, c'est avant tout un commerçant. Ces visiteurs de sites, c'est avant tout des visiteurs physiques. C'est aussi comment je peux agréger de la donnée qui vient encore une fois du monde offline. C'est pas moi qui le dis, c'est Deloitte, mais d'ici 2021, 100% des transactions du monde physique seront influencées par le digital. Donc aujourd'hui, la step de demain dans votre tracking et dans votre mesure de la performance, c'est aussi agréger cette donnée offline pour avoir une vraie vision, finalement, comme dirait Facebook, très people-based. D'accord, je te remercie. Alors effectivement, le tracking, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. J'espère que tout le monde, en tout cas tous les e-commerçants présents ici, utilisent au moins les nécessaires, Google Analytics, mesurer ses campagnes AdWords, choses comme ça. Alors, vous avez promis qu'on repasserait sur la vidéo très rapidement et on va même pouvoir s'y attarder un petit peu. Nizar, toi, tu as la chance de connaître un petit peu les technos peut-être du futur, peut-être les technos qu'on verra demain et qu'on va utiliser. Tu nous as présenté des chiffres super séduisants, parce que 46% des internautes qui achètent ou qui cliquent sur le bouton acheter après avoir vu une vidéo, ça c'est quand même top. Alors, comment on pourrait aller un petit peu plus loin sur ces formats ? C'est une étude de marketer.com, donc si vous voulez la retrouver, vous pouvez consulter tous ces chiffres. J'avais oublié de donner les sources tout à l'heure, désolé. Sur les technos, il ne faut pas aller sur des technos non plus futuristes, etc. C'est vrai que nous, avec nos effets spéciaux, du coup, on est loin de ça, mais c'est d'avoir la bonne vidéo. Moi, la première innovation, c'est de s'acquérir du format vidéo sur son site. Il y a des solutions qui existent. Effectivement, quand on vend un produit, c'est facile. Si on vend un produit, on est sur une verticale, on peut créer ses contenus, ça revient pas très cher. Donc on peut créer des mises en scène vidéo, etc., sur des formats courts, effectivement. Donc ça revient pas cher. Par contre, si on vend sur plusieurs verticales, du multiproduit, on est on va dire, on est un intermédiaire. C'est compliqué. On va pas tourner des vidéos de produits alors qu'on prend une marge. Donc là, ça revient cher. Il existe des solutions. Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui s'intéresse au sujet, mais il y a des petites... moi, j'ai rencontré une petite start-up qui s'appelle Smart Place et qui permet la syndication de contenu vidéo.
C'est-à-dire Alors, c'est quoi la syndication? En fait, vous allez récupérer de la vidéo d'un fournisseur. Ça peut être un YouTuber qui parle d'accessoires de moto, qui parle de cuisine, et qui va vous prêter son contenu. Donc, il va le prêter. Bien sûr, c'est pas gratuit au final. À chaque fois que vous allez créer une transaction, vous allez devoir créer un revenu share avec lui. Mais c'est du win-win, d'accord? Donc, à chaque fois qu'une vidéo sera un vecteur de transformation, vous allez pouvoir le rémunérer et vous allez pouvoir augmenter votre ROI. Donc, il y a des solutions qui existent comme ça. C'est une sorte de plateforme de mise en relation avec des influenceurs, quoi. Parce qu'on en parle beaucoup des influenceurs. Alors, il y a les influenceurs qui vont effectivement mettre du maquillage, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de s'adresser à des producteurs de vidéos qui font de la volumétrie. Donc je pense par exemple aux cuisines, à ceux qui font du test de TV, téléphone, etc. À tous ces producteurs, ces gros youtubeurs dont c'est le métier de produire ou de tester des produits. D'accord ? Donc là, ça devient intéressant. Ils vont s'inscrire sur la plateforme comme producteurs. Et puis après, la plateforme va systématiquement relayer et distribuer leur contenu. Donc ça, c'est le premier pas. Nous, chez Prime Focus, on a développé une nouvelle technologie qui s'appelle la Scoleum. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de dire le format vidéo, c'est le meilleur format pour vendre. Et il faut qu'on le prouve. Le problème avec le format vidéo, c'est que quand vous regardez une vidéo, vous ne voulez pas sortir de la vidéo. Si demain, vous êtes en train de regarder un film, une publicité, et qu'on fait la promotion d'une vidéo, on ne veut pas créer cette évasion d'audience qui est intrusive, perturbante, et qui va, quelque part, créer une fuite et une dilution sur l'acte d'achat. Donc, on a développé une technologie qui permet, en un seul clic, d'acheter un produit. C'est fantastique quand même. Sans sortir de la vidéo. Sans jamais sortir de la vidéo. Donc, vraiment, en une minute, je vais essayer d'expliquer. On va demander à un utilisateur de créer un compte Scoleum. C'est comme si vous créez un compte PayPal ou peu importe, un compte Google ou Facebook. Et puis, ça y est, vous êtes enregistré, vous êtes dans la machine Scoleum. On va travailler avec Vivendi, Canal+, pour scolomiser leur contenu. Donc, on va retravailler leur contenu pour soit intégrer des produits, soit repérer des produits qui sont achetables. D'accord ? C'est important, parce que si vous scolomisez des contenus où il n'y a pas voilà. Donc, et puis, on va, à un moment, quand le produit est identifié et passe en scène, on va faire apparaître une notification qui dit « Attention, ce produit est scolomisable ». Alors, c'est presque invisible, mais quand vous êtes un client Scoleum, vous avez compris qu'en cliquant sur ce produit, donc c'est le t-shirt, c'est le sous-vêtement, c'est un lit, peu importe, un téléphone, un maillot de foot, ça aurait été bien. Un maillot de foot, donc vous cliquez, ça rentre dans votre panier, il y a une petite notification qui dit c'est bon, c'est dans la machine, vous avez Amazon derrière qui prend le relais pour la livraison, etc. Et vous avez la possibilité de revenir sur votre compte Scoleum pour gérer votre panier, annuler des commandes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire par là ? C'est qu'effectivement, on a exploité le format vidéo, mais pas n'importe comment. On s'est dit, il faut absolument respecter l'utilisateur et il faut absolument raccourcir les étapes de transformation. Et on pense que c'est l'avenir de la publicité, c'est l'avenir de la promotion et c'est l'avenir, quelque part, du e-commerce à partir du moment où on s'équipe de la vidéo. Pour faire un parallèle avec le retail, dès qu'on a supprimé des étapes, on a gagné en conversion. Exactement. Donc forcément, ça va jouer dans ce sens-là. Exactement. En fait, le ROI, c'est supprimer un maximum d'étapes, sans supprimer les étapes importantes. Il faut laisser à l'utilisateur la possibilité d'annuler, de consulter, de contester, de vérifier, etc. et de contacter. Si vous respectez ces logiques, eh ben, il va accepter votre nouvelle technologie qui lui permet d'acheter en toute sécurité. Alors, on va redescendre un peu sur Terre et revenir sur ce qui existe aujourd'hui. Et on va revenir sur Facebook, justement. On est sur un salon pour le e-commerce, salon PrestaShop. Et du coup, j'aimerais savoir un petit peu, Amélie, ce que Facebook peut faire pour des e-commerçants, concrètement, comme outil, comme solution, comme accompagnement. Oui, on pourrait y passer un petit peu de temps. Je pense je vais essayer d'aller au plus simple et au plus rapide. Dans un premier temps, c'est déjà cibler les personnes qui vont être intéressantes pour cet e-commerçant. En fonction du produit, du service qu'on peut proposer, on va être plus ou moins intéressant pour
une audience plutôt qu'une autre. L'avantage de Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous déclarez quand vous créez votre profil, Facebook ou Instagram d'ailleurs. Et il y a aussi beaucoup de choses que Facebook et Instagram observent en fonction du comportement que vous avez sur nos plateformes. Ce qui signifie qu'on va être capable de voir que je m'intéresse à de la lingerie, que j'aime beaucoup acheter des vêtements, qu'en ce moment je suis enceinte, donc ça sert à rien de me proposer d'aller gagner de courir un marathon ou ce genre d'informations. À côté de ça, votre mobile, c'est quand même la chose qui est la plus perso. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne le prête pas. Et donc, du coup, vous avez la chance d'avoir des données qui sont fiables et qui sont utilisables tout de suite. Donc, si vous avez un produit qui va correspondre à mes envies, vous allez pouvoir dire, moi, je cherche plutôt des femmes de 30 ans avec un pouvoir d'achat moyen, qui s'intéressent à blablabla et qui ont l'habitude d'acheter en ligne. Et du coup, je vais recevoir votre publicité. À l'inverse, si on parlait de foot, ça commence tout à l'heure. Donc voilà, c'est moi de me proposer un maillot. Je suis pas sûre que ce soit hyper quali. Et donc c'est vraiment par là qu'on va commencer, c'est de pouvoir cibler les gens qui sont intéressants pour vous. C'est très facile de dépenser énormément d'argent sur toutes nos différentes plateformes. Et je ne parle pas que de celle de Facebook. Mais en général, ce qu'on préfère, c'est commencer par dépenser de l'argent qui soit avec un revenu qui est plus important. Et donc, du coup, de commencer par quelque chose qui soit rentable. Et donc, du coup, de commencer en ciblant de façon précise les gens qui sont censés être les plus profitables pour vous. C'est la première étape. La deuxième, ça va être de pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure, être disponible partout. Donc, avoir un site mobile qui soit responsive, une appli qui fonctionne, un process de paiement qui fonctionne, enfin voilà, que tout ce qui va aider à l'achat fonctionne plutôt que d'avoir une étape qui bloque au milieu. Un site qui met plus de 5 ou je crois que c'est 7 secondes à se charger est un site qu'on se quitte. Donc si votre site mobile met plus de 7 secondes à se charger, vous allez perdre cette vente, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller sur des créas, de raconter qui est votre univers, de présenter ce que vous proposez. Et c'est ici que vous allez réussir à avoir des affichages les plus pertinents. C'est-à-dire que toucher le plus de monde possible, c'est bien quand on est Renault. Quand on débute, on n'a pas forcément les mêmes budgets. Et donc, du coup, on va pouvoir préférer toucher moins de monde en leur présentant exactement ce qu'ils ont envie de savoir. Et du coup, vous commencez à récolter de la donnée sur qui sont vos acheteurs et ça va vous permettre d'étendre au fur et à mesure votre scope et du coup de grossir à votre rythme et surtout tout en étant rentable du début à la fin. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'expérience, elle peut être hyper déceptive quand on part d'un e-commerce ou quand on part d'un environnement ultra responsive comme Facebook et qu'on arrive sur un e-commerce qui n'est pas très bien optimisé. L'expérience utilisateur, elle est hyper déceptive. Alors, Yann, toi, tu es un expert avec Fastory du contenu mobile, du contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que fait Fastory et quels sont tes conseils pour les e-commerçants qui veulent justement favoriser un petit peu le développement du canal mobile ? Oui, absolument. Alors, en 2 mots, Fastory, c'est la première suite marketing mobile first qui permet de créer facilement du contenu pensé pour mobile évidemment, sans avoir besoin de connaissances techniques ni graphiques. Donc je vous fais un exemple, quelqu'un comme moi qui a fait une école de commerce est capable en quelques minutes en drag and drop de créer un micro-site mobile first ou bien de la pub à mettre directement sur Instagram Stories. Une fois que c'est fait, vous pouvez le déployer en omnicanal, donc ou sur des sites en standalone, intégration en iframe ou encore une fois sur du Facebook, de l'Insta, où que vous vouliez, collecter de la data personnelle et analyser des KPI en temps réel. Maintenant, par rapport à quelles sont les bonnes pratiques sur les différents réseaux sociaux, je pense qu'il est important de faire déjà un pas en arrière parce qu'on a tous des produits différents à vendre au quotidien. Donc certaines plateformes comme Instagram sont géniales pour un site comme mapetiteculotte.com, un peu moins Snapchat, beaucoup moins LinkedIn. Donc la première approche à avoir, c'est cibler votre audience, comprenez qui ils sont, comprenez comment leur parler. Une fois que vous l'aurez fait, vous saurez sur quel canal aller et quel ton adopter. Ne vous lancez pas dans une campagne de communication en 2-2. J'ai énormément de clients qui se disent qu'Instagram c'est trop cool et du coup ils ont envie de se lancer et du jour au lendemain ils déclaquent énormément de budget. Prenez du temps, faites un calendrier éditorial avec vos posts,
Mettez de côté du budget média. La raison est simple, le reach organique de Facebook a chuté dramatiquement et il y a donc besoin d'investir de l'argent si on a envie d'être visible. Et une fois que vous avez fait votre calendrier édito, mettez la vidéo au cœur même de votre contenu. Vous disiez avant, 46%, c'est énorme. J'étais tombé sur la même statistique. Il est vrai aussi que sur les réseaux sociaux, vous avez 10 fois plus d'engagement sur un post vidéo que sur un post édito only. Donc déjà, pensez vidéo. Maintenant, si on se raccroche au format vidéo, il y a deux solutions qui sont géniales pour vous. C'est le format Stories et le format Live Vidéo. En dire deux mots sur le format Stories, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une publication éphémère qui a une durée de vie de 24 heures et que l'on peut publier sous forme de carrousel directement sur les plateformes Facebook, Instagram ou Snapchat. Ça va vous permettre de vous raccrocher d'un point de vue émotionnel à votre audience, de la raconter au quotidien vos histoires, de collecter des informations sur les utilisateurs, parce que vous allez savoir directement qui a visualisé votre contenu, mais surtout de monétiser vos créas. Pas besoin de Spielberg, vous pouvez le faire de votre côté ou en passant par Fast Story. Et quand je parle de monétisation, il y a deux moyens. Donc un qui est le swipe up, donc la possibilité d'intégrer un URL à votre story et qui redirigera sur un site internet. Il faut mieux qu'il soit mobile first évidemment, sinon vous allez perdre sur la conversion. Et la deuxième feature qui est magnifique, et d'ailleurs je me permets de féliciter Facebook par rapport à ça, c'est l'achat intégré dans les stories Instagram qui est sorti il y a 48 heures. Donc la possibilité d'appuyer une étiquette directement dans une stories Instagram où on peut mettre le produit et ensuite redirection directe sur le site internet. Et ça, c'est dingue pour vous. La deuxième volet de la vidéo qui est plutôt intéressant, c'est les live vidéos qu'on peut avoir sur Instagram ou sur Facebook. Et la raison pour laquelle ils sont très bien, c'est que chaque moment que vous décidez de prendre la parole en tant que marque, l'utilisateur final va recevoir une notification sur son téléphone portable. Je pense que dans cette salle, on a tous notre portable accroché à la poche. Imaginez si une marque que vous suivez publie quelque chose, vous allez immédiatement être notifié. Ouvrez votre téléphone et regardez l'histoire qu'elle est en train de vous raconter. C'est un moyen parfait pour construire un lien émotionnel avec votre base client, vos prospects et potentiellement donc plein d'autres leads. Je t'en remercie, effectivement, ça c'est plutôt intéressant. Alors, les réseaux sociaux, on en parle pas mal et il y a toujours une complexité que j'ai du mal à percer, moi, pour beaucoup de clients. C'est simple, effectivement, parfois de créer du lien avec ses clients. Parfois, je trouve que c'est pas évident, ça dépend du secteur d'activité. Alors, comme tu l'as dit, il faut bien cibler les réseaux. Charline, toi, tu as forcément dû passer par là. Tu as une grosse activité sur les réseaux sociaux pour Ma Petite Culotte. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours ? Alors, ouais, c'est une très grosse présence sur les réseaux sociaux puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était nos seuls canaux d'acquisition. Donc moi, pour mon secteur d'activité qui est la mode, évidemment, le premier réseau social, c'est Instagram et le deuxième, c'est Facebook. Bien qu'on ait commencé par Facebook et que Facebook nous ait fait exploser quand même, donc merci Facebook. Aujourd'hui, on voit quand même que Facebook devient de plus en plus difficile. Il faut investir des budgets qui sont extrêmement conséquents pour réussir à avoir des bons ROI. Donc voilà. Donc du coup, on diversifie sur plusieurs canaux d'acquisition. En revanche, je pense qu'il y a vraiment une stratégie marketing et commerciale à élaborer selon non seulement les réseaux sociaux, mais en plus donc le type de réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, mais également les différentes solutions que propose chacun de ces réseaux sociaux. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le swipe up est très intéressant pour les stories. Donc, ça nécessite une stratégie adaptée de contenu, de photos, de vidéos, de messages pour les marques. Il y a aussi des horaires qui sont très importants à prendre en compte selon aussi notre secteur d'activité. Donc nous, on travaille en permanence, puisque toutes ces solutions évoluent aussi en permanence, les stratégies qu'on va adopter selon si c'est un Insta Story, si c'est un post plutôt marketing, plutôt commercial. On essaie de ne pas faire les deux en même temps. On essaie de ne pas faire un post qui est magnifique d'un point de vue visuel et en même temps on met un gros moins 20%. On évite de faire ça. On a aussi une stratégie de contenu qui est diverse par rapport à Facebook. Alors nous, je ne sais pas pourquoi, mais la vidéo marche beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi sur Facebook, ça ne se diffuse pas très bien. Et pour le coup, c'est vraiment les photos
focus produit sur Facebook qui fonctionne extrêmement bien. Et j'ai la sensation, mais en tout cas c'est valable pour nous, notre marque, que Facebook est beaucoup plus commercial et Instagram beaucoup plus marketing. Peut-être que cette tendance va se renverser parce que de plus en plus Instagram met, comme le swipe up, les liens directement vers le shopping, vers ce qui renvoie directement vers le site. Maintenant il y a les prix aussi qu'on peut afficher, le petit pion qu'on peut avoir pour avoir directement accès au site internet et acheter les produits. Je pense qu'il faut faire attention pour les marques parce qu'à force, on devient de moins en moins inspirationnel sur Instagram et du coup, ça devient pervers. C'est-à-dire que les gens, ils viennent aussi sur Instagram pour se divertir, se reposer, être inspirés, se balader et ne pas être agressés par les marques. Et donc, nous, justement, on est en plein brainstorm avec notre équipe pour ne pas être trop agressif avec tous les nouveaux outils qui sont intéressants pour nous commercialement, qui sont proposés par Instagram, mais qui peuvent être aussi très intrusifs d'un point de vue commercial auprès des clients. Et après, par rapport plus à la stratégie de contenu, on essaie de créer effectivement ce lien émotionnel, comme on en parlait juste à l'instant, avec les clients. Donc, comment ça se fait ? On partage les moments qu'on vit en équipe, tout simplement. On a aussi créé un lieu qui s'appelle le 7e. Pour ceux qui connaissent la marque, c'est un lieu complètement atypique qui se situe au 7e étage, au 7e ciel aussi, où on a regroupé nos bureaux, donc l'équipe, une grande boutique de 200 mètres carrés sous forme de loft, appartement extrêmement design, où on peut venir acheter les produits, on peut venir les essayer. Il y a aussi pas mal d'événementiels qui s'y passent, et donc on partage via des lives, justement, la vie au quotidien de l'équipe, des clients qui viennent, etc. Donc ça, c'est très, très puissant. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on utilise les réseaux sociaux de manière très collaborative avec nos clients. Par exemple, on a lancé une très grosse collaboration avec un blog homme qui s'appelle Comme un camion, et on a créé avec eux, avec leur communauté, la première parure de lingerie féminine intégralement et uniquement imaginée par les hommes. Donc c'est les hommes qui ont designé la dentelle, qui ont choisi la couleur, les coupes, le nom de la parure, et donc on sort ça en septembre prochain, et tout ça a été évidemment intégralement fait via Instagram et Facebook. Alors j'ai une question, ça prend combien de temps de faire tout ça ? C'est énorme. Énorme. Ça... Nous, honnêtement, il n'y a pas un seul membre de notre équipe qui ne travaille pas sur ces problématiques-là. Non, je parle juste sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus, même s'il y en a qui persistent plus que d'autres. Et vous qui avez une activité en fait sur Ma Petite Culotte qui est assez importante, ça prend combien de temps en interne ? Est-ce que c'est toute l'équipe qui est mêlée un petit peu dans le projet et qui participe, ou est-ce que c'est un community manager qui gère tous les réseaux de... Non, vraiment, c'est ce que je disais au départ. En fait, vraiment, toute l'équipe est impliquée dans cette démarche. On a un community manager, mais finalement, quand on accueille quelqu'un dans notre équipe, on lui dit qu'il est aussi ambassadeur et à son niveau community manager de la marque. Donc, on incite d'abord... Tous les membres de l'équipe ont accès à l'Instagram Ma Petite Culotte et au Facebook Ma Petite Culotte. Donc tout le monde peut aller poster un contenu à un moment donné ou faire un live s'il voit s'il y a un super truc avec un client. C'est intéressant, ça, la voix de l'entreprise, c'est les salariés. Oui, tout à fait. Absolument, tous les salariés, même les stagiaires, quand ils rentrent. Et vous êtes combien ? On est 12. Bon, c'est pas beaucoup, mais... c'est déjà pas mal. Mais voilà, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, on se le répartit parce qu'on pense que c'est cette cohésion d'équipe qui aussi va permettre de montrer aux clients qu'on est authentique et que notre démarche, elle est authentique. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Il nous reste quelques minutes, on va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question ? N'ayez pas peur. Ne me forcez pas à prendre des gens au hasard dans la salle, s'il vous plaît. Ah, madame. Bonjour, j'ai une petite question par rapport aux vidéos et à Instagram, parce que pour moi Instagram c'est plus un média qui permet de montrer l'image de la marque et de très beaux contenus plutôt en visuel, et du coup vous arrêtez pas de parler de la vidéo en disant faut l'exploiter sur Instagram, mais j'ai du mal à... Enfin nous on le fait pas du tout et j'ai du mal à voir comment on peut le faire, parce que ma marque c'est Archiduchesse, les chaussettes. Et voilà, on est vraiment sur de l'image et on travaille notre feed à fond, et du coup il n'y a pas du tout de vidéo sur notre page. Vous ciblez quelqu'un en particulier ou ils se battent pour répondre ?
Je vais commencer, puis tu pourras poursuivre si tu veux, Charline. Alors, en fait, effectivement, il y a deux choses. Il y a ce qu'on veut poster et ce qu'on veut de visible sur sa page. Et quand on va aller sur Archiduchesse, regarder s'il y a un lien entre les différents posts, emmener quelqu'un dans son univers. Donc là, la photo est très efficace. La vidéo va permettre en fait de communiquer encore plus d'émotions en quelques secondes, qui va du coup répondre dans un premier temps à cet objectif-là. Quand tu n'es pas en train de visionner ta vidéo, elle ne bouge pas, donc tu peux choisir une première image qui est statique, qui va du coup correspondre à ton univers. Et après, c'est également en fait à l'utiliser pas forcément uniquement de façon organique, mais également de façon payante. C'est-à-dire que quand tu crées une campagne, tu n'es pas forcément à booster ton post dans un objectif d'acquérir des fans ou des followers en fonction de la plateforme, mais tu peux aussi avoir un objectif tout simplement de transaction et de vente. Et là, du coup, en fait, cette vidéo, elle ne sera pas visible sur ta page, elle sera visible sur le feed des audiences, et elle renverra directement vers le site ou l'appli en fonction de ce sur quoi tu vends tes produits. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment on fait quand on a un compte Instagram qui a moins de 10 000 abonnés et du coup on ne peut pas utiliser certaines... le swipe et ce genre de choses sur Story? C'est une bonne question. C'est compliqué, je l'avoue. La meilleure façon d'acquérir d'autres fans, c'est via votre contenu. Et du coup, en jouant sur ce qui est partageable et engageant. Il y a les moyens payants qui peuvent être utilisés, mais j'aurais envie de dire commencer par l'organique et commencer par le non payant, et ne mettez que quelques euros qu'une fois que vous voyez que ce post est vraiment engageant auprès de la communauté qui vous intéresse. Je vais en profiter juste pour compléter rapidement. On a pas mal de clients aujourd'hui qui ont cette même problématique. La raison est simple, vous avez passé des années à bâtir une communauté sur Facebook, un petit peu moins sur Instagram parce que c'est plus jeune. N'hésitez pas à faire levier sur votre audience Facebook pour faire grossir votre audience Instagram aussi. Redirigez-les de Facebook vers Instagram. Ça ne veut pas dire que vous allez les perdre sur Facebook, mais vous allez potentiellement acquérir des fans aussi sur Insta, ce qui va faire grossir votre base et donc vous porter vers les 10 000 followers pour le swipe up. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'intégrer un lien dans le swipe up, mais vous n'avez pas les 10 000 followers, vous pouvez faire des Instagram Stories Ads, où là, vous pouvez placer du lien dedans. Ça sera du paid, certes, mais le format sera le même. On va passer à une autre question. Sandrine Basselet, Revue du Digital. J'ai une question pour Charline. Pourquoi le phygital est-il essentiel pour ma petite culotte ? C'est une très bonne question. Le phygital, il est essentiel parce que quand on veut grossir vite et bien, bien ça veut dire rentable, en tout cas dans cette perspective-là, c'est important de diversifier ses canaux d'acquisition. Et donc pour nous, le fait d'être phygital et de plus en plus, puisqu'on va ouvrir de plus en plus de points de vente, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de lever des freins que nos clients ont, qui sont juste évidents, c'est-à-dire le fait de pouvoir essayer, de trouver la coupe qui nous va, la taille qui nous va, de toucher les matières, de se rendre compte de la qualité, parce que ça, c'est quelque chose qui sont des véritables freins sur Internet. Pourtant, jusque-là, on a réussi à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sans avoir de boutique. Aujourd'hui, on pense qu'on peut passer des vraies étapes en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité, en diversifiant ces canaux, mais en créant une vraie stratégie cross-canal. C'est-à-dire que les différents canaux vont, retail et web, vont s'alimenter. Et aujourd'hui, ça va faire grossir notre notoriété, et donc ça va normalement payer sur le digital, et donc améliorer notre retour sur investissement de nos campagnes, parce qu'on va acquérir des nouveaux clients via le retail, augmenter la notoriété et lever certains freins qu'il y avait avant. Aussi, il y a beaucoup de clients qui, pour acheter sur le digital,
vont vérifier si une boutique existe parce que, entre guillemets, ça donne une légitimité, une crédibilité de marque qui est hyper importante. Ça vous va? Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient se renseigner sur ces sujets-là? On est censé avoir une majorité d'e-commerçants, j'imagine que vous avez tous des questions quand même. Encore madame? Encore pour Charline, quelle a été la progression en termes de chiffre d'affaires depuis la création? Sur les 2 dernières années, on a fait x3,5 en chiffre d'affaires. Uniquement sur le digital, du coup. x3,5 chaque année, sur les 2 dernières années. Alors, toujours pas d'autres questions? Bon, bah, si personne n'a de questions, il me reste juste à vous remercier. Je voudrais remercier aussi les participants, donc Charline, Amélie, Yann, Nizar et Gide, pardon. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur le stand de Blog e-commerce, pas très loin, auprès des standistes, ou nous suivre sur la Blog e-commerce TV. Et puis, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'applaudir quand même les participants à cette conférence. Et je vous souhaite à très bientôt.